Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire House. Aujourd'hui, nous allons décrypter toutes les tendances vues au salon Maison et Objets. Le salon Maison et Objets est un moment fort attendu des professionnels de la décoration, du design et de l'art de vivre. 2 fois par an depuis 1995, en janvier et septembre, ce salon rassemble les marques, éditeurs, artisans d'art, acheteurs, tendanceurs, décorateurs, architectes d'intérieur, architectes et médias pour écrire le futur de la maison. House était au rendez-vous et vous a concocté un résumé des temps forts. Avec moi aujourd'hui, de façon virtuelle, il y a Claire, rédactrice en chef du magazine House France. Elle nous donnera toutes les informations à savoir sur cette édition Maison et Objets si unique. Bonjour à toi, Claire. Bonjour Marion et bonjour à tous. Avant de commencer, est-ce que tu peux nous dire 2 mots sur cette édition et quels sont les points que nous allons aborder lors de cette session? Oui, bien sûr. Alors, avant toute chose, il est important de préciser que cette édition était initialement prévue au mois de janvier et qu'elle a été décalée au mois de mars. Et cette année, la thématique du salon, qui a été définie par Vincent Grégoire du cabinet de tendance Nelly Rodi, était Nouveau Luxe. Elle mettait donc l'accent sur notre désir de fantaisie un peu débridé post-pandémie. Donc, nous allons évidemment voir les couleurs dans les nouveautés et les tendances que nous avons repérées sur le salon. Mais nous avons aussi à la rédaction, de notre côté, souhaité mettre l'accent sur notre thématique forte du salon et de manière plus générale, qui est le développement durable, avec beaucoup de nouveautés en ce sens-là aussi. Nous allons donc aborder dans cette session le développement durable et la manière dont il est abordé dans l'ameublement, les tendances en termes de couleurs et de mobilier, et enfin, les innovations et nouveautés en termes de matériaux. Commençons par cette thématique qui est actuellement dans la tête de nombreux fournisseurs et acheteurs du monde de la décoration et de l'aménagement, le développement durable. Comment continuer à fabriquer et proposer des produits pour la maison, mais de manière plus durable? Les consommateurs, en particulier la génération Y, ont une attention grandissante au fait d'acheter des produits avec une vraie éthique. Post-pandémie, cette démarche a clairement gagné le monde de la maison. Or, cette durabilité est loin d'être simple à définir et le constat est affligeant. En France, ce sont chaque année plus de 2 millions de tonnes de déchets d'ameublement qui sont produits, conséquence d'une fabrication peu coûteuse mais fragile et d'habitudes de consommation en mode fast. Depuis 2011, heureusement, l'organisme à but non lucratif Écomobilier les collecte pour les recycler et éviter l'enfouissement. Ces collectes sont financées par la taxe d'éco-participation que vous payez sur les produits d'ameublement neuf. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le sujet du développement durable dans le monde de l'ameublement et de la décoration? Oui, bien sûr, c'est vrai que le développement durable est au cœur des réflexions dans le secteur de l'ameublement. Et plusieurs voies peuvent être empruntées pour arriver à une production plus durable. On a le recyclage avec la valorisation des déchets, les fabrications plus saines avec des matériaux sains, le local évidemment, l'anticipation de la seconde vie de l'objet avec la facilitation de la décomposition des pièces de mobilier en fin de vie, l'upcycling ou encore l'artisanat. Et lors du salon, notre journaliste Agnès Carpentier est un peu partie en quête de produits plus durables pour présenter des exemples concrets de son application. Et voici quelques exemples qu'elle a dénichés. Donc, on a par exemple, pour commencer, en haut à droite, l'éditeur de mobilier éco-responsable Cataba, qui a dévoilé sur le salon une lampe upcyclée nommée Banville. C'est une lampe éco-conçue, modulable et produite localement en France, qui est réalisée à partir de tôles d'acier récupérées sur des chantiers parisiens. Donc, on est vraiment là dans la valorisation des déchets. Et selon les responsables de la marque, sa fabrication émet 50% de CO2 de moins qu'un produit standard similaire vendu en France. Ensuite, on a rencontré le fabricant de mobilier français éco-conçu Scott Design, donc que l'on voit en bas à gauche, qui sélectionne uniquement des matériaux sains et biosourcés, comme les panneaux de multipli de boulot de Finlande certifiés ULEF, et qui constituent la base de son mobilier, ou encore du linoléum biosourcé, qui est un matériau à base d'huile de lin, de farine de craie et de toile de jute, et qui sert de plaquage mat sur les meubles. Aussi, parmi les voies explorées pour donner plus de conscience aux produits, la technologie est une grande aide sur la voie de la durabilité car elle permet une économie de ressources. Et c'est notamment le cas avec ce tabouret pile du designer Bold pour Kataba, qui est en fait découpé avec un laser et ce qui contribue à lui donner cette forme, mais aussi à éviter les pertes de matériaux.
Ensuite, on a aussi rencontré la marque Noma Edition, qui est un éditeur convaincu du bien fondé d'anticiper la mutabilité de l'objet. Et il va jusqu'à prévoir le démontage de ces produits afin de pouvoir mieux les recycler à la fin de leur vie en triant les matériaux. Donc, son fondateur, Guillaume Gallois, nous a par exemple confié que le meuble le plus difficile à démonter de la marque n'a que 5 vis, donc, ce qui facilite ensuite le tri des déchets et le recyclage des matériaux. Ensuite, il y a cette idée de modularité comme gage de la durabilité qui a également fait son chemin. Et chez Isabelle Cussac de Neosia SAS, nous avons repéré la tête de lit Noctis que l'on voit en haut à droite. C'est un mobilier modulaire de chambre 100% français que l'on peut agencer à l'envie, en chevet ou en tête de lit complète, et que l'on associe à une gamme d'accessoires à plugger. Ces modules sont recyclables à l'infini dans d'autres usages, car si on ne s'en sert plus dans la chambre, par exemple, ils pourront servir dans d'autres pièces ou même dans un garage. Ensuite, en bas à gauche, on voit les papiers peints du studio Martin Morel. Donc, cet éditeur d'une gamme de papiers peints et de panoramiques aux motifs qui sont très beaux nous a expliqué avoir retrouvé des anciens motifs et les avoir relancés il y a 2 ans via sa société. Et donc, c'est une marque qui produit à la commande pour ne pas gâcher de ressources et aussi assurer la traçabilité du sourcing des papiers. Enfin, consommer durable revient aussi à mieux consommer en recourant à moins d'objets, mais à de beaux objets. Et c'est un peu le credo de tout l'espace craft du salon Maison Objet, où sont mis en avant des artisans d'art et leur travail de la matière qui est remarquable. Donc, on peut prendre par exemple le travail de Stéphanie West de l'atelier Autruche, qui est spécialisée dans l'art de l'assemblage des plumes. Et on voit l'une de ses œuvres en bas à droite à l'écran. Passons à présent aux tendances en termes de couleurs et mobilier. Et il est impossible d'aborder ce thème sans parler de la scénographie de la chasseuse de tendances Elisabeth Le Riche, baptisée Elements of Nature. D'après l'entretien qu'elle a confié à la rédaction de House, elle se décline en 3 axes. Est-ce que tu peux nous dire 2 mots sur chaque axe? Bien sûr. Donc, le premier axe, c'est la nature contemplative qui fait la part belle à un monde de légèreté et de transparence qui répond un peu à notre besoin de retrouver l'essence des choses. Donc, le bleu est au centre de cet univers en tant que couleur apaisante. Et ici, on recherche la fluidité de l'eau dans la transparence du mobilier, dans les glaçures des arts de la table ou encore dans le tombé d'étoffes légères. Ensuite, on a comme thème la nature essentielle qui met l'accent sur le rustique, sur l'artisanat et le local. Et grâce à la contribution du digital artiste Riccardo Fornoni et de ses talents de 3D designer, Elisabeth Le Riche a retranscrit cet univers comme une ferme contemporaine perdue au milieu des blés. Donc, fibres naturelles comme le lin, le bois, mais aussi les couleurs ancrées dans la terre, du terracotta au sable, sont utilisées ici pour aider à appréhender un futur anxiogène. Enfin, le troisième axe, c'est la nature sculpturale qui puise ses racines dans un univers minérable, presque brutaliste. C'est un peu un tableau contemporain plus froid qui fait appel à la force des matières comme le marbre ou le travertin, à l'aspect sculptural du mobilier qui prend alors des formes totémiques, mais aussi à une expérience tellurique où surgissent les couleurs de l'art du feu, du blanc au noir, en passant par l'anthracite et même un peu aussi par le rouge sombre. La nature n'en finit pas d'inspirer les créateurs de mobilier et les formes organiques sont toujours très présentes dans les différentes collections. Leur pouvoir rassurant et réconfortant continue de séduire pour des intérieurs cocons, refuge de nos quotidiens tourmentés. Alors oui, c'est vrai. Et si les acides ressemblent toujours pour la plupart à des haricots, comme on avait pu le voir précédemment, ce qui renforce leur confort apparent, nous avons aussi remarqué sur cette édition des canapés qui sont dotés de dossiers un peu en forme de polochon géant, comme le modèle Sumo de la marque Maison Dada que l'on voit au milieu à l'écran, qui est disponible aussi bien en canapé qu'en fauteuil. Et c'est l'exemple parfait de ce besoin de confort. Et pour la petite histoire, il rend notamment hommage à l'art martial et au full contact japonais, il est bien ancré dans le sol avec ses 4 pieds solides et sa silhouette robuste qui sont faits pour rassurer. Tu as aussi vu beaucoup de géométrie, n'est-ce pas? Oui, on a un peu vu le retour en force des formes géométriques. C'était un peu évident dans les allées du salon. Donc, elles sont utilisées aussi bien en motifs sur les revêtements et textiles que pour les contours des nouveaux mobiliers. Et on les retrouvait notamment sur les meubles conçus par le designer japonais Yuma Kano, qui a été primé sur le salon à l'occasion des Rising Talent Awards. Cette géométrie faisait également partie des signes annonciateurs du style pop qui fait son grand retour, c'est bien ça?
Quelles sont les choses à retenir sur cette tendance phare? Oui, effectivement, nous avons remarqué le retour du style pop dans les intérieurs, un peu comme un courant optimiste marqué par le retour des couleurs et des motifs. Mais outre l'utilisation de ces couleurs vives et des formes géométriques, ça se traduit aussi par des motifs un peu gonflés, tout en rondeur, et aussi par des finitions brillantes sur les meubles. Nous avons par exemple vu plusieurs tables basses qui adoptent un peu ces formes de bulles déformées qui sont similaires à celles qu'on pouvait observer dans les lampes à lave, l'accessoire déco populaire des années 60-70. Et on les retrouve notamment sur les tables basses des marques Popus Édition et Maison Dada. Donc Popus Édition, vous pouvez les voir à l'écran à gauche. Et pour repenser notre intérieur à la mode pop, en termes de couleurs, on retiendra en particulier deux duos. D'un côté, le mauve et le jaune paille, et de l'autre, le kaki et le saumon. Mais à côté de ça, on ne néglige pas non plus l'attrait du rouge champ et du terracotta et du bleu clin, mais aussi le duo ciel et beige qui est très aérien, ou encore le tandem un peu vintage qui marie l'orange brûlé et le marron, que l'on a aussi beaucoup vu sur les meubles et accessoires. On peut parler là de fantaisie qui peut se rapprocher du luxe transgressif évoqué par le tendanceur Vincent Grégoire comme thème de cette édition du salon, qu'il a intitulé Nouveau luxe. La pandémie nous a aussi appris à moduler nos intérieurs pour mieux répondre aux besoins des différents occupants d'un logement selon les moments de la journée. Alors, c'est tout à fait vrai. Et les éditeurs et les fournisseurs l'ont bien compris. Ils développent toujours plus de solutions pour faire évoluer les espaces de manière à mieux les adapter à toutes les situations. Et on a notamment repéré des petits meubles faciles à déplacer et polyvalents, comme les tables basses Tricu qu'on a repérées sur le stand d'Alki. Et tout ce type de petit mobilier est vraiment de mise cette année. Et ces tables basses en particulier faisaient d'ailleurs partie d'une composition intéressante qui comprenait aussi le séparateur LDU qui permet de diviser les espaces au sein d'une même pièce. Et comme modularité ne va pas sans multifonctionnalité, il permet aussi d'isoler phoniquement pour créer comme des petits cocons au sein d'un même espace. Elisabeth Le Riche a aussi mentionné dans son entretien avec la rédaction la pérennisation du télétravail qui impose la nécessité d'installer un bureau à domicile dans les meilleures conditions. Elle plébiscite également des intérieurs modulables, non figés, capables d'accueillir les besoins de différentes générations vivant sous le même toit, des logements adaptables à différentes personnes à différents moments de vie. Dans son analyse des tendances, Elisabeth Le Riche remarque une recherche de fluidité et de transparence dans le mobilier. La circulation de la lumière semble en effet être au cœur de la réflexion des créateurs, qui n'hésitent pas à ajourer les structures des meubles pour créer cet effet de transparence. Oui, c'est vrai. Et on a notamment repéré en ce sens-là la collection de mobilier d'extérieur Fontainebleau du designer et artiste José Lévy pour Cerax. Donc, c'est une collection qui comporte 6 éléments, donc, dont un canapé, une table, un fauteuil, une chaise, un lit de jour et une table d'appoint. Et tous sont composés d'acier perforé. Et cette manière de travailler la matière était aussi très présente sur les meubles conçus pour l'intérieur. Mais sur le mobilier, la transparence, elle ne se fait pas uniquement via cette technique de perforation. Plusieurs marques utilisent également l'assemblage de lames de bois ou de lames de métal de manière à créer soit des dossiers, soit des parois ou encore des pieds de table ajourés, comme on peut le voir sur la photo à droite sur les pieds de table des tables basses de Monitilio. Passons à présent aux innovations matériaux. Il me semble que la rédaction a mis l'accent cette année sur le repérage de matériaux innovants, notamment dans un article d'Agnès Carpentier. Peux-tu nous donner les 8 matériaux innovants que vous avez repérés lors du salon? Oui, bien sûr. Alors, premièrement, on a repéré la pierre véritable à coller. Donc, c'est ce qu'on voit en haut à gauche de l'écran. Donc, c'est le Stick and Stone de Stone Leaf, qui est une feuille de pierre véritable, adhésive, qui est prête à poser et qui permet de transformer un mur en un clin d'œil sans le moindre outil. Ensuite, on a aussi beaucoup vu le Cepo di Grès, qui est une pierre naturelle provenant de Lombardie en Italie. Et c'est une roche métamorphique qui est riche en inclusion et qui est reconnaissable au premier coup d'œil par son rendu, notamment particulièrement apprécié en architecture contemporaine. Enfin, on a aussi repéré le beige mat. Donc, il s'agit comme le zélige d'un carreau vernissé et légèrement texturé, mais n'étant pas rectifié, sa pose nécessite un petit joint. Et le format diffère également puisque le beige mat se présente comme un rectangle qui autorise notamment de nombreux motifs en calpinage.
Ensuite, on a vu du quartz, mais plus écolo, avec le Silestone Hybrid Q+ de Consentino, qui adopte un processus de fabrication alimenté à 100% par des énergies renouvelables et de l'eau réutilisée, et qui contient 20% de quartz d'origine recyclée. Ensuite, on a vu beaucoup de murs en 3D, dont 3 nouveaux décors muraux aux surfaces inclinées et aux mouvements multidirectionnels et textures tactiles, conçus par Orio Tonini pour l'entreprise Orac Décor. On a vu aussi de la brique de verre, mais les nouvelles briques de verre se distinguent par plus de transparence, par plus de brillance et aussi plus de pureté. Elles sont également disponibles dans divers formats, carrés et rectangulaires, et en plusieurs coloris. Ensuite, on a repéré le vinyle tissé. Donc, c'est un revêtement à base de PVC extrudé, tissé comme un jacquard. Et il est apprécié pour son look de textile légèrement en relief, sa résistance au passage intensif et aussi sa facilité d'entretien et aussi sa sous-couche acoustique. Enfin, on a vu beaucoup de feutres. Donc ça, c'est un matériau obtenu par feutrage de la laine qui est connu depuis la préhistoire pour ses qualités isolantes, thermiques et acoustiques, mais aussi pour son imperméabilité et sa meilleure longévité que les tissages, par exemple. Le feutre était d'ailleurs au cœur de l'installation du designer de l'année, Franklin Azie. Il avait choisi le matériau comme paroi pour son installation artistique rétro-future visible sur le salon. Des dizaines de lames de feutre d'1 centimètre d'épaisseur créées comme un cocon à l'intérieur duquel le brouhaha du O6 s'effaçait. Une expérience bluffante et sensible d'un matériau 100% français, fabriqué à Mouzon dans les Ardennes par la société Le Feutre. Et voilà, c'est tout pour cette session. Merci beaucoup Claire de m'avoir accordé un peu de temps pour revenir sur les tendances phares de cette édition de Maisons et Objets. Merci Marion. Et sachez que vous pouvez retrouver tous les liens des articles que nous avons réalisés sur le salon Maison et Objets en description de la vidéo YouTube. À bientôt pour une prochaine vidéo House.